découvre des parcours inspirants de ceux qui se sont fait une place au soleil et font bouger la Guinée et l'Afrique. L'Afrique bouge avec l'équipe de Aïssatou Bari. Il est 14h en Guinée, 15h en Angleterre où se trouve présentement notre très cher Mamadouri Diallo, animateur principal de l'Afrique Bouge. Un petit coucou à toi de ce côté. Communauté FIM, bonjour ou bonsoir, tout dépend de votre situation géographique. Bienvenue dans cette émission consacrée à ceux qui font bouger l'Afrique de par leur savoir, leur savoir-faire ou leur savoir-être. Notre modèle de ce samedi est un expert en communication et consultant auprès de la Banque mondiale. Son nom, Monsieur Sékou Sow. Bonjour Monsieur Sow. Bonjour Madame. Bienvenue dans cette émission. Merci, bonjour Monsieur. Emmanuel. Bonjour Monsieur Emmanuel. Bonjour Monsieur Sow et bienvenue. Merci Alors, beaucoup. avec moi pour animer cette émission, Emmanuel Milimono, rédacteur en chef de Film 24. Bonjour Emma et bienvenue. Bonjour Aïssatou et bonjour à tous. Auditeurs et téléspectateurs de Film, vous pouvez aussi participer à cette émission en laissant des questions et commentaires sur notre page Facebook ou appeler vers la fin de cette émission. Alors, commençons donc par décliner le CV de notre invité. L'Afrique bouge, Aïssatou Bari. L'Afrique bouge, fiche signalétique, tout sur le parcours de l'invité du jour. La biographie de notre invité, notre modèle de réussite dans l'Afrique bouge, c'est avec vous, Emmanuel Milimono. Oui, Monsieur Sow, permettez que ce soit présenté comme une biographie très condensée de votre CV, donc vous ne trouvez certainement pas tous les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que Monsieur Sow dispose de plusieurs années d'expérience. Depuis octobre 2018, il est consultant national du groupe de la Banque mondiale du projet Global Financing Facility, le GFF. Une année auparavant, conseiller en communication stratégique au ministère de la Santé. Sa carrière professionnelle a démarré en 1990 avec un poste de directeur marketing en France entre 2013 et 2015, chargé de communication marketing Nougat Best International AMEC France entre août et novembre 2013. Après l'obtention d'un DES, un diplôme d'études supérieures à l'Institut des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Foulaya, à Kindia en 1987, il va poursuivre ses études à l'extérieur avec notamment un Master 2 en Management Stratégie de communication publicitaire et communication numérique en France en 2018, sans compter d'autres diplômes et attestations en communication interpersonnelle, informatique, gestion système DOS, communication stratégique pour une meilleure mise en œuvre des plans de communication, le journalisme économique et des affaires, rôle de journaliste et communicateur dans le développement de la lutte contre la pauvreté à l'Institut de la Banque mondiale, pour ne citer que cela. Il a participé aussi à de nombreuses conférences régionales et internationales en Guinée, au Sénégal, au Burkina Faso, en France, en Palestine, sur les questions de communication. Le volontariat et le don de soi sont les quelques valeurs que proches et collaborateurs retiennent de M. Ibrahima Sékou Sow. M. Sow parle le français, l'anglais, l'espagnol. Il est auteur de plusieurs publications, notamment sur le portail officiel du gouvernement, auteur de modules et guides de communication sociale au ministère de l'Information et de la Communication en février 2003 et réflexions sur population et santé de la reproduction, paru dans le bulletin d'information Cité francophone en septembre 2000. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce parcours très condensé. Il y avait beaucoup plus à dire que cela, mais voilà. Ça n'a pas été facile. Voilà ce qu'on a pu retenir. D'accord, et voilà donc, c'est la synthèse du CV de notre modèle de réussite. Merci Emmanuel. Monsieur Sow, vous l'avez suivi. Voulez-vous rajouter quelque chose de très important, peut-être que nous avons omis de mentionner? Merci, c'est excellent. Merci, Monsieur Milimono. Et juste une petite précision, pas coordonnateur national du SIDA, mais plutôt responsable de la composante communication au Comité national de lutte contre le SIDA, qui était rattaché à la primature. Et autre chose, c'est que j'ai un côté un peu culturel. Et dans mes hobbies que vous avez dû omettre, j'ai été aussi un peu sportif, secrétaire général de la Fédération guinéenne de judo, et puis artiste orchestre de faculté. J'ai joué un peu avec Mokhtar Paraya, Doura Bari, et puis
et tant d'autres, les billes de Sam, Alpha, un peu. D'accord. Donc, ce sont un peu mes hobbies. D'accord. Donc, et c'est un côté culturel qui est aussi important. Merci. Merci pour, beaucoup. cette condensée. Monsieur Sow, Boubacar Diallo, Samira Chérif, Abdoulaye Baldé, Camara Nunez, ces noms vous disent quelque chose? Camara Nunez, c'est mon maître. Ah bon? Il m'a enseigné en 5e année à l'école primaire de Yembéré. Ça me donne les larmes aux yeux. D'accord. C'est un bon monsieur. Il m'a enseigné, et je m'en souviens, il est de Wurekaba. Merci pour vos recherches. Alors, découvrons ensemble ces témoignages de vos proches, parents, encadreurs et collègues. La régie, si vous êtes prête, c'est parti pour la fiche signalétique. FIM FM, l'Afrique bouge. Et bonjour, je m'appelle Boubacar Diallo, je suis coordinateur national des programmes SOS Village d'enfants. Sékou Sow est un de mes neveux, mais je vous avoue qu'il a vécu une enfance correcte parce que quand nous étions à l'école primaire, il était très studieux, il aimait beaucoup l'école. Et d'ailleurs, quand il revenait de l'école à la maison, il faisait tous ses devoirs avant d'aller rejoindre ses amis pour s'amuser. Bon, on ne peut pas dire qu'il était très discipliné, il était turbulent mais en juste mesure. Et ceci ne lui permettait pas, ne l'empêchait pas d'avoir de très bons résultats à l'école. D'ailleurs, il était toujours le premier, le majeur de sa classe. Il était ordonné. Quand on rentrait dans sa chambre, on voyait que réellement, il était très ordonné. Il classait bien ses livres et ses cahiers. Sa chambre était toujours propre. Donc, dans son adolescence, nous nous sommes rendus compte qu'il aurait été une personnalité qui réussira dans la vie, dans sa vie future. Et en plus de ça, il a fait des études ici en Guinée, de brillantes études, et à l'extérieur. Il a travaillé à l'extérieur avant de revenir en Guinée pour partager ses expériences qu'il a acquises là-bas. Et c'est un exemple vraiment à suivre parce que c'est quelqu'un qui est altruiste. Il a supporté beaucoup sa famille. Parmi ses frères et ses sœurs, il est le seul qui a fait des études, mais il les soutient, il leur donne des conseils. Il est vraiment une plaque tournante au niveau de sa famille. C'est un homme de rigueur aussi, qui aime le travail bien accompli. Je peux dire même que c'est un défaut pour lui parce qu'il aime le travail si bien accompli que des fois, il est en but avec les gens. Donc, c'est sa nature, FIM FM, l'Afrique bouge. Je suis Mamadou Numez Camara, instituteur à la retraite. J'ai eu en 1974 au CE2, deuxième niveau, la classe de M. Sow Sékou. Ils étaient au nombre de 53. Mais après 3 mois de cours, j'ai identifié 10 élèves qui ont des têtes bien faites. Parmi ces 10 élèves, Sékou était l'un des meilleurs. Donc j'ai constaté que c'est un garçon qui demain pouvait servir la nation. J'ai constaté aussi qu'il était très curieux de savoir ce qui se passe dans son environnement, ce qui se trouve dans les livres. Et je peux vous dire que lors d'une inspection, il a taclé, excusez-moi du terme, une mission d'inspection. On était en grammaire, l'analyse logique de la phrase. L'inspecteur a porté une phrase au tableau. Il dit qui peut lire la phrase? Sow a levé la main. D'abord, il a fait une remarque qui a frappé l'inspecteur. Il dit, monsieur, la dernière virgule n'est pas à sa place. Donc, il a fait la lecture. L'inspecteur a reconnu la faute et il a plié les papiers. Donc, pour moi, c'était clos. J'avais déjà atteint l'objectif, c'est que j'ai bien formé mes enfants. Donc, à partir de ça, j'ai compris. Je l'ai approché et il avait une mère attachante. La maman voulait beaucoup que Sékou réussisse parce qu'il était tous les matins à côté des maîtres et Sékou est venu à l'école, comment il se comporte et aussi il s'est collé à moi. Il fut un moment même quand on m'a mité, je dis je voudrais partir avec Sékou. Comme moi je venais de Mamou et ils sont de Mali et la maman a un peu douté. Mais moi, je voulais venir avec Sékou. Je voudrais que Sékou continue ses études avec moi pour que Sékou soit mon fils adoptif. Mais, Dieu merci, ce n'est pas un ingrat. Il est très attachant. Depuis 1974 jusqu'à nos jours, avant-hier même, il me rendait service par coup de téléphone.
Et parmi ses camarades de promotion, j'ai une dizaine qui sont en train de servir la nation guinéenne. J'ai par exemple le directeur régional de la douane de Conakry, le directeur régional du SINAP de Mamou. Donc j'ai trouvé dans cette classe des enfants qui ont l'esprit très fertile. Le conseil que j'ai à lui donner, c'est servir d'abord sa famille, son village et sa nation avec loyauté. FIM FM, l'Afrique bouge. Moi, je suis ingénieur géotechnicien, M. Abdoulaye Baldé. J'ai enseigné chez Koussou à Foulaya, à l'Institut de Foulaya. J'ai été son professeur d'aviculture en 4e année à l'Institut de Foulaya. Je retiens de lui un garçon très sérieux, intelligent, pondéré et très dynamique. Il aime toujours se valoriser. J'ai bien remarqué en lui, il aime fouiller, il aime faire des recherches, et toujours axé sur ce qui est sur le nouveau. Il fait partie des étudiants qui ont été de sa promotion, qui ont été les premiers à présenter leur thèse de mémoire à Foulaya, de sa promotion. Il est passé avec brio à la soutenance. Il est très combatif, comme je l'ai toujours connu, je l'ai toujours admiré, et vraiment sur le droit chemin. FIM FM, l'Afrique bouge. C'est Madame Fofana Samira. Je suis logisticienne. J'ai connu M. Sow en 2016 au ministère de la Santé. Donc, il a été recruté pour apporter un appui technique au cabinet du ministre. Et si je me rappelle bien, il était venu de la part d'un projet de l'USAID, HFG, si je ne me trompe pas. Et donc, c'était pour renforcer toutes les fonctions de communication stratégique au ministère de la Santé. J'ai vraiment eu à le côtoyer et vu le soulagement qu'il a apporté dans notre travail et également la visibilité qu'il a permis d'avoir au ministère, j'ai vraiment compris qu'il nous fallait quelqu'un comme lui. Donc, il a aidé, appuyé beaucoup le ministère de la Santé sur beaucoup d'aspects, par exemple la formulation des discours, les communications, la mise en œuvre d'une stratégie de communication et aussi l'animation des pages sur tout ce qui est réseaux sociaux, améliorer la visibilité du ministère sur les réseaux sociaux. Et d'un autre côté également, il a beaucoup apporté en termes de renforcement de capacité, tout ce qui est la prise de parole, la gestuelle et les bonnes pratiques en matière de communication aussi. Voilà, il a vraiment l'esprit créatif et il a vraiment su beaucoup changer les choses. On a fait également des missions à Conakry et à l'intérieur et je dirais que c'est quelqu'un qui est très dynamique. Il sait apporter de l'énergie. Il est disponible et vraiment il sait rendre le travail vraiment agréable. C'est quelqu'un qui est volontaire. J'arrivais au bureau à 6h30 et je peux dire que je l'ai toujours trouvé déjà sur place. C'est vraiment un expert en communication marketing. Il aime souvent dire que tout le monde est important et chacun peut apporter son grain de sel. On a gardé de bonnes relations et on peut toujours compter sur son appui. FIM FM, l'Afrique bouge, fiche signalétique, tout sur le parcours de l'invité du jour. Voilà donc des témoignages pleins d'amour, de fierté, d'encouragement. Finalement, c'est réconfortant d'entendre de telles paroles. Je sais pas, j'ai pas les mots, mais vraiment il me connaît, ces messieurs, et ça me touche du fond de mon cœur. Vous qui me voyez là, déjà vous comprenez l'émotion que j'ai, le sentiment que j'ai, et quand j'entends mon oncle Boubacar expliquer ces choses que je connaissais même pas. Je pensais pas qu'il prêtait attention à tout ça. Ou à monsieur Numez Camara, ce qu'il raconte là. Heureusement, c'est le premier à parler, je n'allais pas pouvoir continuer là. Et quand vous prenez M. Baldé, c'est mon professeur, j'étais déjà grand. Mais je me souviens qu'à plus de ce qu'il a dit, de plus que de ce qu'il a dit, par exemple, j'ai été le deuxième à soutenir avec un de mes amis, Feu Chérif Diallo Paix à son âme, qui était colonel dans l'armée. Et puis Samira, Chérif, c'est vrai, on était les premiers arrivés ensemble au ministère de la Santé. 6h moins le quart, on est là, et jusqu'à présent. Et ça, c'est quand même... C'est pourquoi je recoupe avec ce que mon oncle Boubacar a dit. Donc, je suis vraiment ponctuel. Ça, je sais que je suis ordonné. Bon, et ça me réconforte à plus d'un titre, et ça me va
droit au cœur, je leur dis merci. Et je vous dis merci aussi pour votre recherche et pour avoir déniché des personnes à gauche et à droite. Oui, tout à fait. Donc, je ne peux pas dire mieux. Merci encore une fois. D'accord. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et en savoir plus sur notre modèle de la semaine, nous ouvrons la rubrique Piédestal. FIM FM, l'Afrique bouge, le piédestal, l'invité du jour se raconte. L'invité se raconte, Emmanuel, pour la première question. Alors, je vois, monsieur Sow, dans votre parcours, notamment universitaire, vous étiez plutôt dans une université à vocation technique, Foulaya. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez plutôt dans un domaine de la communication et le marketing. Qu'est-ce qu'il y a comment s'est produit, on va dire, cette transition? Merci. Et avant d'être à Foulaya, déjà, quand j'ai eu mon bac, comme a dit mon professeur avec lui, donc on m'a affecté, on m'a orienté à la faculté de médecine vétérinaire de Mamou, où j'ai passé donc 3 ans avant de passer un concours d'accès en 4e année, donc au second cycle. C'est ainsi que je suis venu à Foulaya et j'ai fini donc, en tant que docteur médecin vétérinaire. J'ai fini avec beaucoup d'autres aussi qui ont changé par après. Mais je peux dire que j'étais un peu prédisposé à la communication dans la mesure où, quand j'étais à l'école, j'aimais prendre la parole quand on organisait. J'ai jamais joué au football, mais on m'appelait toujours pour parler. Donc bref, quand j'ai fini donc l'université, je n'avais pas tellement de choix, il fallait trouver de l'emploi, ça correspondait déjà, on était en 87, donc des nouvelles multinationales commençaient à venir, et c'est ainsi que Philippe Maurice est arrivé, je peux dire Marlboro. Je ne voulais pas faire la promotion des cigarettes maintenant parce que je suis dans le secteur de la santé et je suis médecin, mais je n'avais pas le choix. Donc, et là, j'ai eu encore plus d'amour de parler, de pouvoir m'exprimer, et quand j'ai découvert donc, le marketing d'abord pratique, et puis après, j'ai bénéficié de certaines formations en marketing commercial, marketing communication. Et donc, je me suis accroché. Je me suis accroché et je me suis dit, voilà, c'est mon chemin, je dois aller. Parce que l'université, quelque part, ça forme les gens, mais la vie les transforme. Et voilà, je me suis retrouvé dans la communication. Et la communication, elle est transversale, comme vous le savez. Hein? Elle est dans tous les secteurs. Même en tout moment, on est en situation de communication. Donc voilà, je me suis dit, il faut s'accrocher et c'est là ton chemin. Et voilà, je suis parti. Et je ne sais pas si je peux aller encore plus loin. Donc c'est ainsi que j'ai fait des formations en formation, en formation. Donc j'ai pu avoir mon diplôme donc, de Master 2 en communication. Bien entendu, j'ai eu d'autres certifications, sortes un petit diplôme. On aura le temps de développer cet aspect. Merci. Mais les sciences agronomiques, ce n'était pas un choix au départ. Vous vous êtes plutôt laissé emporter par la direction du vent. Direction du vent, ben, y a des choses qui sont à l'intérieur qui se voient à l'extérieur par les comportements. Et je vous ai dit, j'aimais prendre la parole. Vous aurez interrogé 5, 10, 20 personnes, ils vous diront, il parle trop, il aime trop parler. Donc c'est pourquoi je dis que j'étais prédisposé. Les sciences agricoles, toutes les branches sont bien. Les sciences agricoles, c'est excellent. J'ai fait des bons amis, j'ai eu des connaissances parce qu'avant, tu faisais, quand tu étais au niveau du collège, du lycée, tu apprenais toutes les branches. Tu faisais tout. Agriculture, géotechnie, sciences mathématiques. Bon. Mais c'est les orientations et la spécialisation qui définit finalement l'option que tu vas avoir et le diplôme que tu vas avoir. Donc c'est aussi important l'agriculture que la communication, que la médecine, que toutes les autres branches, les mines et autres. D'accord. Alors racontez-nous comment et dans quelles conditions vous avez quitté la Guinée pour la toute première fois vers l'étranger, notamment Londres. D'abord, je suis parti. Avant Londres, j'ai quitté la Guinée, j'ai même aventuré. Je ne rentre pas dans ce détail. Donc, j'ai été au Sénégal, je me suis aventuré vers le Libéria. Et pendant chaque vacances, je ciblais une ville, j'avais envie de découvrir, comme a dit l'un des intervenants. Et c'est après ça, quand j'ai eu la chance de travailler donc après la fermeture de Philippe Maurice, donc de Marlboro, il fallait trouver un nouveau job. Je me suis dit, toujours dans la communication. Mais j'ai eu la chance,
après un test organisé qui a duré 3 mois, j'ai été retenu dans un projet qu'on appelle projet population et santé génésique. Donc, ce qui était un projet multisectoriel qui était financé par la Banque mondiale en tant que responsable de la composante communication pour le changement de comportement. Et là, j'avais la chance de rencontrer beaucoup d'experts internationaux qui étaient tous bilingues, qui parlaient tous anglais. Et j'ai eu un monsieur avec qui, jusqu'à présent, je travaille, qui a pris sa retraite, mais qui est directeur d'un cabinet de communication, CDC, que vous avez dû voir dans mon CV. Et il me disait souvent, So, tu as tous les atouts, mais il te manque quelque chose. Il te faut avoir l'ABC de l'anglais. Il te faut ça. C'est seulement après ça que tu pourras te dire que tu es un bon communicateur. Que tu n'es pas un interprète avec quelqu'un d'autre, même si tu n'es pas très anglais. C'est ainsi que, dès après la clôture de ce projet, en 1984, je me suis dit, tiens, c'est le moment d'aller de l'autre côté. Alors, c'est ainsi que j'ai pris mon envol pour l'Europe. Et je me suis dit que j'ai commencé un cours ici, 1 mois, c'est 1 fois par semaine, ce n'était pas intéressant. Donc il fallait se mettre dans la sauce. Et c'est du coup, j'ai été en Angleterre, j'étais à Londres exactement. Donc j'ai essayé de prendre des cours, c'était très facile aussi parce qu'il y a la promotion de la langue. Donc je n'ai pas duré, j'ai fait environ 1 an, si j'ai bonne mémoire, 1 an, 6 mois. Mais ça m'a permis vraiment d'avoir, comme disait Monsef Boafa, l'ABC de l'anglais. Je peux traduire, je peux lire, je n'ai pas besoin d'interprète pour vraiment le niveau communicationnel. Alors, Monsieur Sow, permettez-moi de vous retirer la parole. Allez-y. C'est l'heure de la pause info avec Macky Sow de la rédaction. Et pour nos obligations commerciales, juste après, on poursuit cette émission. Auditeurs et téléspectateurs, je rappelle que vous pouvez laisser vos commentaires sur notre page Facebook ou chaîne YouTube. Vers la fin de cette émission, nous ouvrirons l'antenne et vous pourrez appeler au 81 85 et poser directement vos questions à notre invité. Le fil info. Macky Sow.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre au compte de ce fil info. La journée d'Alpha Condé promet d'être chargée ce samedi, lendemain de sa libération officielle annoncée par la junte qu'il a renversée. L'ancien président guinéen va recevoir en audience plusieurs de ses anciens proches collaborateurs à la résidence de son épouse Susa Dixine Landria, où il a eu le domicile en attendant la fin des travaux de reconstruction de sa maison à Kipé. Le communiqué du CNRD publié ce vendredi avait précisé que l'ancien président pourra recevoir à sa demande les membres de sa famille biologique et politique, des amis proches. Il était, c'est vrai, de la chaleur des siens depuis qu'il a été renversé le 5 septembre 2021, rapporte le site Africa Guinée. Un groupe de leaders syndicaux était face à la presse samedi à la Bourse du Travail pour faire le compte-rendu des récentes négociations qui se sont déroulées entre le gouvernement, syndicats et patronat. Le mouvement syndical estime que ces revendications ont été prises en compte. Une réunion tripartite est prévue au mois d'avril 2023. Pour évaluer la mise en œuvre du contenu de l'accord obtenu, il invite les enseignants à adhérer à la démarche car leurs préoccupations seront prises en compte au lieu de boycotter les cours à quelques jours des examens nationaux. Aboubakar Souma, quant à lui, du SLEC, donc qualifie la menace de grève brandie par l'intercentrale syndicale d'éducation de grève sauvage. Selon lui, la procédure n'est pas respectée par ces structures. Il soutient qu'il n'est pas nécessaire donc de comprendre la situation financière, qu'il est nécessaire de comprendre la situation financière du pays, tout en invitant les enseignants contractuels à se soumettre donc au concours de recrutement et d'éviter les manipulations. Voilà comment prend fin ce fil info. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur nos antennes en bande FM sur notre site internet www.filmguinée.com. Toubari. De retour dans ce studio A de FIM FM émettant depuis Nangan. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes dans l'Afrique Bouge, votre émission consacrée au modèle de réussite, au parcours inspirant. Notre invité cette semaine, Monsieur Ibrahima Sékou Sow, expert en communication stratégique et consultant auprès de la Banque mondiale. Emmanuel, vous avez une question ? Oui, Monsieur Sow, vous étiez en train tout à l'heure de nous conter notamment la partie concernant votre séjour de formation à Londres. J'ai envie de savoir, au retour justement de Londres pour Conakry, parce que c'est vrai, vous auriez pu y rester pour mettre en valeur ce que vous avez appris. Vous êtes rentré, d'abord, quelle a été la première opportunité et comment vous avez retrouvé finalement le milieu de la communication en tant que professionnel dans le domaine que vous avez rejoint à votre retour? Bien, donc, une fois, je suis rentré en 2007, si j'ai bonne mémoire, 2007, je suis rentré. Et comme souvent, je me mets dans la recherche, quand tu te mets dans la recherche de l'emploi, le premier réflexe d'abord, c'est de trouver trouver un emploi. C'est ça le fondamental.
Et comme je suis toujours dans le domaine de la communication et je postule toujours dans les avis de recrutement, le plus souvent avec les institutions internationales, donc c'est là que j'ai eu décroché un premier contrat avec PSI, Population Service International. Donc c'était un financement de l'UNICEF, c'était dans le cadre de la lutte contre le choléra, donc c'était de mettre en place une stratégie de communication et puis d'essayer de renforcer les capacités des intervenants au niveau du terrain, mais surtout de travailler avec les médias de proximité. Alors c'est ainsi que j'ai redémarré. Donc, et les journalistes sont mes collaborateurs de tout le temps, depuis que j'ai commencé ma carrière, que ce soit dans le domaine du marketing commercial ou dans le domaine de la santé. Donc les journalistes ont été toujours mes collaborateurs dans la mesure où moi-même je fais de la communication, j'ai fait du journalisme. Donc c'est ainsi qu'on a pu avoir ce contrat. Donc on a travaillé à Kindia, on a fait la formation des formateurs, ensuite on a été à Kissidougou, à Gekedou. C'était les poches où il y avait vraiment le choléra, donc à Lola et à Dubrika, pardon, à Forêt-Caria. Et donc, ça a été le redémarrage des activités. Donc, d'une maison, ça c'était l'UNICEF et PSI. Et de l'UNICEF PSI, je pense, je me suis retrouvé encore avec l'USAID, c'est quelque chose comme ça. Donc, ça n'a pas été un problème particulier. Et ça se passe toujours bien jusqu'à maintenant. Alors, Monsieur Sow, après avoir passé en revue votre parcours scolaire et universitaire, ensemble, nous allons plonger, mais attention, pas dans ce studio, il n'y a pas de piscine ici. Je me lève pour déjà plonger dedans. Tu as vu, non? J'ai pris position. D'accord, je parle plutôt de la plongée ou le focus sur le domaine d'activité de notre modèle de réussite, et c'est tout à l'heure. FIM FM. L'Afrique bouge, la plongée. Focus sur le domaine d'activité de l'invité du jour. On va à présent se concentrer sur votre domaine d'activité, Monsieur Sow. En quoi consiste concrètement la communication et le marketing social en Afrique, par exemple, en Afrique de l'Ouest? Bien. La communication, dans toutes les situations, on est en situation de communication. Aujourd'hui, si on parle d'assises, la communication, elle est innée. Nous sommes nés avec. Les populations traditionnelles avant aujourd'hui se servaient de la communication. Qu'on le veuille ou non, on est à tout moment en situation de communication. La communication sociale, c'est la communication interpersonnelle, c'est la communication entre les hommes, c'est la communication dans le groupe. Et cette communication permet d'aller de l'avant, de résoudre des problèmes, de résoudre des conflits, mais d'avoir des consensus sur tous les problèmes. Quand il y a un problème, donc, il y a une contradiction. Le plus souvent, le problème peut être une contradiction. Les gens essayent de communiquer, de se concerter. Et la concertation les aide à trouver un consensus. C'est ce qu'ils appellent souvent les 3C. Et il faut mettre des stratégies de communication, d'approche sociale. La communication de groupe, la communication interpersonnelle, le counseling, les visites à domicile, avec les différentes stratégies pour permettre les populations d'abord. Ça dépend de l'objectif de communication que vous avez. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin, par exemple, qu'au niveau d'un village, que les gens se mettent au travail, qu'ils développent, par exemple, l'agriculture comme ce que vous étiez en train de me demander tout de suite en matière de communication. Vous allez mobiliser les gens, vous allez leur montrer l'intérêt de faire ce travail, mais pour ça, il faut que vous communiquiez, parce que les gens ont toujours des tendances différentes. Les gens comprennent différemment les choses. Donc, il faut essayer de leur faire comprendre qu'ils aient la même façon de voir, de comprendre, d'accepter pour qu'ils puissent aller de l'avant. C'est comme le verre à moitié plein. Moi, je dirais non, elle n'est pas remplie. Vous direz qu'elle est pleine. Mais il faut qu'on trouve le consensus pour dire que voilà, ce verre, il est à moitié. On veut le remplir.
Vous avez vu? Donc, c'est un peu ça aussi, la communication sociale. Alors, quand vous vous retrouvez, par exemple, dans des contextes où il faut communiquer en situation d'épidémie, parce qu'avec PSI, par exemple, vous devriez intervenir dans des zones où il y avait le choléra, et on sait que justement, en situation de crise sanitaire, la communication, la sensibilisation, c'est l'arme la plus, on va dire, la plus efficace. Quelles sont parfois les difficultés justement que vous avez dû rencontrer dans le cadre de la communication, notamment vers les populations pour pouvoir renverser la courbe en ces temps d'épidémie de choléra? Le problème qui se pose, on a un blocus culturel. Si nous prenons le cas de choléra, nous savons le plus souvent les maladies cholériques, la source peut être les eaux sales. Hein? Et plus souvent, les communautés, ils n'ont pas d'accès. Donc, il y a plusieurs aspects qui vont concourir à ce que l'on bloque donc, ce phénomène. L'aspect communication joue un rôle, mais la communication ne résout pas tous les problèmes. Est-ce que vous voyez? S'il faut mettre des forages, s'il faut mettre de l'eau l'eau de source, le rôle de la communication dans ce cas, c'est de faire un plaidoyer auprès des autorités, des personnes influentes qui peuvent mettre en place des adductions d'eau. Mais les communautés, il faut que les communautés comprennent que l'eau, par exemple, de la source, peut les affecter. Ça peut être la cause du choléra, la saleté. Donc, le rôle qu'on avait en tant que PSI, c'était d'essayer de mobiliser les communautés, de trouver de mettre en place une stratégie qui va permettre de toucher les communautés. Souvent, ils vont te dire, OK, utilisez la radio rurale. Parce que c'est une radio de proximité. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que tout le monde écoute la radio? À Kissidou, je me rappelle, on a fait des émissions publiques. Donc, des fois, il faut mobiliser des gens qui n'ont pas accès à la radio, il faut les rencontrer. Donc, il fallait organiser, à l'occasion de ces événements, à l'occasion du marché, ou faire convoquer, en utilisant les autorités locales, convoquer les communautés pour les expliquer, pour les faire comprendre. Avec des supports de communication. Des supports de communication, des images qu'ils peuvent comprendre. Et ça aussi, il faut des messages dans leur langue. Donc, il faut utiliser ces canaux appropriés pour que le message passe. Parce qu'au départ, ils sont ignorants de la chose. Pour qu'ils prennent connaissance, qu'ils essaient, qu'ils pratiquent, ils ont le résultat et ils suscitent, c'est-à-dire il faut la promotion de cette bonne pratique pour que les autres pratiquent la même chose. Alors, Monsieur Sow, en parcourant votre CV, votre parcours, un aspect a retenu mon attention particulièrement, c'est la conférence internationale des collectivités locales en solidarité avec le peuple palestinien. Vous étiez chargé de préparer des rencontres de coopération des maires de Bethléem, Hébron, Ramallah et Jérusalem. En quoi faisant concrètement et quel a été le résultat? Au fait, la coopération décentralisée, donc c'est une coopération qui est née de l'après-guerre en Europe. Donc les élus locaux essaient de faire une communauté entre une commune française avec une commune européenne, par exemple. À l'occasion de ces assises, moi, en tant que chargé de coopération décentralisée, donc je devais aller avec une délégation. Donc, ça nous a permis d'aller d'abord à la conférence à Ramallah, au cours de laquelle il y avait tout ce monde qui soutenait vraiment l'État palestinien, qui intervenait, qui venait, au fait, apporter de l'aide et soutenir l'État palestinien. À cette occasion, donc, la mairie de Clichy, c'est donc dans le Grand Paris, c'est en Île-de-France, la mairie dans laquelle j'étais responsable, j'étais chargé de coopération décentralisée, avait un partenariat avec ces différentes villes palestiniennes que vous avez citées. Bethléem, Ramallah, Jérusalem, Hébron. Donc, si je prends Bethléem, il y avait un partenariat
local. C'était quoi? C'est que la mairie de Clichy devait aider à faire un centre culturel et soutenir la jeunesse. Donc, au fait, la mairie a des fonds qu'ils peuvent aider. C'est un partenariat sud-sud. Est-ce que vous avez vu? Donc, qu'ils pouvaient apporter à Bethléem. Par exemple, c'est bon. Donc, c'est un peu ça. Et mon rôle, c'était quoi? C'est d'avoir d'abord tous les éléments pour faire de Clichy. Donc, toutes les informations à propos de la ville, parce qu'on va rencontrer des gens qui ne connaissent pas, par exemple, Clichy, qui ne connaissent pas qu'est-ce que la mairie a comme opportunité. Oui, mais quel a été le résultat de vos actions? Le résultat de nos actions, ça a permis d'abord de construire pour Bethléem donc, cette maison culturelle. Ça a permis de faire... je vais vous raconter un truc un peu étonnant. On a été... C'est à Ramallah. C'est à Ramallah, non? Oui, c'est à Ramallah. Ce que vous ne pouvez pas comprendre ici. Vous avez la Palestine, l'État palestinien. Dans une partie de la Palestine, une maison, prenons une famille, elle est là. Derrière la maison, juste, il y a de l'eau. Mais cette partie-là, elle est occupée par l'Israël. Et de l'autre côté, après, si tu veux, ce forage, vous avez votre deuxième famille. Mais vous ne pouvez pas traverser cette partie israélienne pour se retrouver ici. Vous êtes obligé de contourner. Et il y a des voies que vous ne prenez pas. Donc, on a pu faire à Ramallah, par exemple, dans une telle situation. Et les gens, pour utiliser cette eau, on leur vendait cette eau. Donc, de faire une adduction d'eau pour ce carré-là, ça a été une contribution donc, de la mairie de Clichy, par exemple. Donc, ça, c'est deux résultats. Et on a pu aussi organiser à retour à Clichy une conférence palestinienne où une délégation palestinienne s'est rendue et ça a permis vraiment d'exposer leurs problèmes. C'est comme une demande à l'aide. Et que dans le portefeuille donc, de la mairie, il y a la possibilité de faire un appui aux autres municipalités. Donc, voilà. Et quand on revient justement au cas guinéen, est-ce que c'est facile, d'abord, dans le cadre de la communication que vous faites, est-ce que c'est facile pour vous de mobiliser les personnes, de mobiliser les autorités, de mobiliser les bailleurs de fonds pour régler un problème précis? Ok. Peut-être avec un exemple, ça irait mieux. Allez-y. Bon, je prends le troisième recensement général de la population qui s'est passé en 2014. Ils ont lancé un recrutement, l'UNFPA. J'ai été recruté pour mettre en place la stratégie de communication. Parce que tout simplement, tout le monde n'entendait pas le recensement général de la population de la même manière. Avec la situation sociopolitique, certains se disaient non, ce recensement n'est pas favorable à nous, par exemple à l'opposition. On n'est pas sûr. Le gouvernement dit ouais, le recensement général de la population est décennal. Donc, normalement, chaque 10 ans, dans chaque pays, on doit faire ce recensement. C'est ce qui permet de planifier tout ce qui est projet de développement. Donc, du coup, quand j'ai été recruté, je devais faire cette stratégie de communication. Je pense que je l'ai réussi parce qu'il y a eu le recensement général de la population. Donc, cette stratégie devait définir, d'abord, on connaissait déjà les problèmes, donc devait définir les canaux de communication, devait définir les groupes cibles, les personnes qu'il faut vraiment toucher, pour que les gens acceptent de se faire alors et de se faire recenser. Parce que l'objectif est que les agents recenseurs, quand ils vont se rendre dans les familles, dans les villes, que les populations acceptent de venir se faire recenser. Et comme le blocus sociopolitique le faisait, on a mis la stratégie, on a pu organiser donc une première activité qui était fondamentale, c'était la session de plaidoyer qui devrait se faire au niveau régional. Au fait, le plaidoyer, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'ensemble des actions qu'on peut mener auprès des personnes influentes, des personnes qui peuvent prendre les décisions pour faire changer des lois, par exemple, ou pour faire accepter des lois.
Et du coup, on a organisé, dans la stratégie qu'on a mis en œuvre, il fallait donc organiser, donc faire toutes les affiches, tous les supports de communication, les canaux de communication, et puis se rendre dans dans les 8 régions administratives pour rencontrer les autorités locales, les gouverneurs, les préfets, les maires, qui sont les personnes influentes auprès desquelles on va faire passer le message pour que, à leur tour, ils essayent de convaincre et de faire comprendre aux populations locales l'intérêt du recensement général de la population. Et donc, on l'a fait, et je pense que ça s'est bien passé parce que ça nous a permis de comprendre que la population guinéenne était maintenant autour de 12 millions. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a eu le recensement, il y a eu le résultat du recensement général de la population. Avoir les statistiques. On a les statistiques, on peut maintenant faire des projets. Il y a eu des projets de développement qui sont partis justement de ces résultats, de ces statistiques. D'accord. Nous tendons vers la fin de cette émission. Monsieur, dames, l'antenne est ouverte pour 2-3 minutes. Vous pouvez appeler et poser vos questions à notre invité au 81 85. 81 85 pour appeler et poser vos questions directement à notre invité. En attendant de recevoir les appels, Monsieur So, on continue. Dites-nous concrètement sur ce plateau, quel a été le rôle que vous avez joué, votre apport dans la synergie Afrique des Premières Dames en 2002. Il a été organisé ici sous l'égide de la Première Dame Henriette Conté, paix à son nom. Ce forum des Premières Dames dans le cadre de la lutte contre, si j'ai bonne mémoire, du VIH-Sida. Ou bien dans la place de la femme, dans la planification familiale, je ne me rappelle pas trop. Si mais oui. Il y a un auditeur. Ok, allez-y. Emmanuel? Oui, ça va, merci. Allez-y, monsieur, présentez-vous. Il est parti. Les dieux du réseau ne sont pas avec nous d'abord. Oui, ok. Donc, mon rôle a été quoi? Parce que c'est ça votre question. J'ai participé donc avec le groupe de rédaction de préparation des présentations, des thématiques, des panels de discussion et sur l'aspect de façon générale. Et sur l'aspect communication, j'ai été un peu modérateur avec un qui était venu du Bénin pour... Nous avons un auditeur au bout de la ligne. Allô? Oui. Bonjour, bonsoir. Bonjour madame, comment allez-vous? Bien, merci. Présentez-vous si vous avez une question. Je m'appelle M. Keta Yakuba depuis l'aéroport. D'accord. Vous voulez vous adresser directement à notre invité? À votre invité, je le salue très bien. Je voulais savoir réellement, actuellement, la statistique de la population, c'est combien maintenant en Guinée? D'accord. C'est tout? Ou d'autres questions? C'est tout. Je veux connaître si c'est 12 millions ou 13 millions, c'est ça que je veux savoir. Merci, je vous renvoie au site web de l'Institut national de la statistique pour avoir le chiffre exact. D'accord. Alors, vous avez également participé. Vous avez participé à la réussite du forum régional préparatoire de la COP21 à Paris. Oui. Puis à la rencontre de communication sur les risques dans l'espace EDAO de mars 2018 au Sénégal. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Oui, rapidement. Et à Paris, comme il était question de préparer la COP21, c'était en 2015, donc les municipalités donc, autour de l'Île-de-France, chaque municipalité donc, a envoyé un représentant pour participer à la préparation de la COP21, où on pourrait recevoir des milliers de personnes. Vous pouvez imaginer donc, la COP21 qui se passe dans un pays. Donc, on a travaillé jour et nuit pour préparer les correspondances, les documents de presse. Vous voulez m'arrêter parce que vous voulez m'arrêter. L'antenne, c'est l'heure. Nous sommes pris par le temps. Dernier virage de cette émission. Mais d'abord, vous êtes du genre conformiste ou challenger? Challenger, ok. On va le découvrir tout à l'heure. Nous vous mettons à l'épreuve les questions de Proust pour Monsieur Ibrahima Sekou So Pabari. C'est tout à l'heure. La régie, c'est quand vous voulez et comme vous voulez. FIM FM. L'Afrique bouge. Question de Proust. Quel est le principal trait de votre caractère? Le véritable? Qu'est-ce que vous... Le principal trait de votre caractère.
Juste. Je ne sais pas si j'ai bien... ce que je veux dire, je veux... Vous êtes du genre direct, vous ne marchez pas sur direct. Ok, allez-y, la régie. Direct. Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme? La sincérité. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La sincérité, l'humour. Votre principal défaut? Un peu impulsif et un peu chaud. Votre occupation préférée? L'ordinateur. Quel est votre rêve de bonheur? Vivre avec ma famille. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Le mensonge. Quel est votre état d'esprit actuel? Bien. Qui sont vos héros dans la vie réelle? Obama. Il y a Obama, il y a bon, ça m'échappe, c'est le judoka français Tony Riner. Non. Oui. C'est quoi votre devise? Travail, sincérité et efficacité. Alors, Monsieur Sow, l'Afrique bouge, certainement, c'est grâce à la contribution de modèles de réussite comme vous. Mais si nous voulons que l'Afrique parte plus loin, il ne faut pas aussi oublier les jeunes débrouillards, d'après les Ivoiriens, ceux qui grouillent pour se faire une place au soleil. En une phrase, votre message à l'endroit de ces jeunes? Je veux qu'ils partent de l'avant, il ne faut pas hésiter. C'est pas qu'on a fait diplôme ou sans diplôme, c'est le courage. Avec le courage, comme disent les Chinois, vous tombez 11 fois, vous vous relevez 12 fois. D'accord. Donc. Est-ce que c'est la 11e fois pour toi, Emmanuel? Pas encore. D'accord. Merci de participer à cette émission, Emmanuel Milimono. Je voulais, allez-y, je voulais profiter de votre micro donc, pour remercier tous vos auditeurs et tous ceux qui nous ont écoutés et vous souhaiter encore plein succès et bonne fête de Ramadan. Merci pour ces gentils mots. Emmanuel Milimono, rédacteur en chef de Film 24. Ibrahima Sekousso, expert en communication stratégique et consultant auprès de la Banque mondiale, notre modèle de réussite de la semaine. Merci d'être sur ce plateau. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci Maki. Merci Aïssa Toubari. À tout le monde. Ibrahima Silla, Karifa Traoré, l'équipe technique du jour. Merci pour la touche magique à ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Merci de faire partie de la grande communauté film. À samedi prochain pour d'autres modèles de réussite. D'ici là, paix, réussite et amour dans vos vies.